Il y a des moments où une souffrance spécifique revient comme si elle avait sa propre vie. Et la philosophie taoïste considère cela comme un signe que deux forces internes ont cessé de dialoguer entre elles. Ce principe apparaît dans les descriptions anciennes du yin-yang comme une alerte face à des points de rupture ignorés. La provocation initiale est simple. Et si ce qui vous fait le plus mal n'était pas une erreur psychologique, mais un déséquilibre structurel mesurable? La chaîne solstice intervient uniquement comme pont pour traduire les idées taoïstes en langage objectif, technique et accessible. L'invitation est d'observer sa propre souffrance avec rigueur, non avec jugement. Et l'urgence réside dans le fait de comprendre que plus tard ce schéma est identifié, plus profondément il s'installe. La première image qui révèle ce principe se produit lorsque nous percevons que tout système stable dépend de l'alternance et non de la permanence. Dans le corps, le cœur ne maintient la vie que parce qu'il se contracte et se relâche dans une proportion exacte. Lorsque l'un de ces mouvements échoue, tout l'organisme entre en risque immédiat. Dans nos émotions, un processus similaire se produit. Un pôle prédomine trop, l'autre disparaît et le système entre en surcharge. La douleur apparaît comme résultat prévisible de cette disproportion, non comme un accident. Comprendre cela supprime une partie de la confusion qui accompagne les états émotionnels complexes. Ignorer ce déséquilibre, cependant, tend à le rendre récurrent. Quelle fonction émotionnelle avez-vous surchargée et quelle fonction complémentaire avez-vous cessé d'opérer? Ce diagnostic simple permet de percevoir que de nombreuses souffrances persistent non par intensité, mais par asymétrie. Le yin-yang décrit cette asymétrie comme une perte d'alternance naturelle, concept applicable à toute routine qui devient unilatérale. L'excès d'action sans repos ne produit pas seulement de la fatigue, mais de la désorientation. L'excès de retrait ne produit pas seulement de la protection, mais une perte de puissance. La compréhension de cette dynamique ouvre l'espace pour des interventions plus intelligentes. L'architecture émotionnelle peut être observée sans métaphore complexe en analysant des mouvements simples du quotidien. Les personnes qui vivent en mode tout résoudre perdent le pôle complémentaire de la pause réflexive. Les personnes qui évitent les conflits de manière continue perdent le pôle complémentaire de l'affirmation. Les personnes qui s'exigent un contrôle absolu perdent le pôle complémentaire de l'adaptation. Ces absences ne sont pas des détails, mais des failles structurelles. Chacune produit une forme distincte de souffrance qui se répète malgré les changements externes. Lorsque nous identifions quel pôle manque, le tableau gagne enfin en clarté. Et cette clarté est généralement transformatrice. Une autre pièce essentielle de cette leçon est de comprendre que les émotions ne rivalisent pas entre elles, mais se régulent mutuellement. Lorsqu'un état interne est réprimé, il ne disparaît pas. Il perd sa fonction et laisse un vide structurel que d'autres états doivent compenser. Cette compensation crée des schémas rigides qui semblent être de la personnalité, mais qui sont en réalité des adaptations de survie. Le yin-yang aide à voir ces schémas sans moralisation. Il montre que toute émotion remplit une fonction et que nier un pôle cause une distorsion dans l'autre. Cette compréhension permet de réorganiser le système avec plus d'intelligence. Et c'est pourquoi suivre le contenu complet est si important. Un point fréquemment négligé est que la souffrance fonctionne comme un indicateur technique et non comme un échec personnel. La douleur pointe exactement là où l'alternance s'est perdue. Elle révèle le pôle qui domine et le pôle qui a été réduit au silence. Elle montre quelle fonction légitime a cessé de participer au système. Analyser la souffrance de cette manière réduit la confusion et amplifie l'autonomie interne. Ce processus rend visible ce qui semblait auparavant chaotique. Et plus vite cette lecture est faite, plus facile il est de restaurer l'équilibre avant que le schéma ne se cristallise. Le taoïsme enseigne qu'aucun état n'est problématique en soi. Le problème surgit lorsqu'il s'isole de son complémentaire. Appliquer cette logique à la souffrance actuelle offre un chemin clair de réorganisation. L'approfondissement dépend de la continuité, car chaque concept se connecte au suivant. C'est pourquoi suivre la vidéo complète est fondamental pour saisir la logique entière du modèle. Et si cela fait sens,
abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like pour continuer à accéder aux contenus qui élargissent cette analyse. Dans les années 1970, lors d'une expédition de recherche sur le mont Hua, un linguiste a enregistré le témoignage d'un moine qui affirmait reconnaître le début de la souffrance humaine en observant uniquement la façon dont quelqu'un respirait en montant les escaliers du temple. L'épisode décrivait que de petites interruptions dans le schéma respiratoire révélaient des conflits internes avant même qu'ils ne soient perçus par la personne elle-même. Ce détail apparemment simple a généré de l'étonnement parmi les chercheurs, car il suggérait que les tensions émotionnelles possédaient des signatures physiques identifiables. L'exposition de ce fait crée la première couche de cette vidéo. La souffrance ne commence pas à l'impact, mais dans la micro-distorsion. Le moine affirmait que, tout comme dans le langage où un signe subtil altère le sens, dans le corps, un déséquilibre minime altère toute l'expérience subjective. Cette association entre langage, corps et états internes est devenue objet d'étude des décennies plus tard. Et c'est ce passage historique qui ouvre l'investigation que vous verrez maintenant. À partir de ce témoignage, les chercheurs ont commencé à examiner l'idée que les schémas émotionnels reflètent des dynamiques structurées, non des hasards biographiques. Cette hypothèse a généré une tension dans la communauté scientifique, car elle suggérait que la souffrance possède une organisation interne similaire à celle d'un système linguistique. La philosophie taoïste abordait déjà cette logique depuis des siècles, en décrivant que des forces opposées agissent simultanément dans toute expérience humaine. La coexistence entre ces pôles crée de la stabilité lorsqu'il y a alternance et crée de l'inconfort lorsqu'il y a rigidité. La tension surgit lorsque ces pôles cessent de se relayer et commencent à rivaliser silencieusement. Sur le mont Hua, le moine appelait cela le point de torsion, moment où un pôle domine sans que l'autre ne puisse répondre. Cette tension est le centre conceptuel qui oriente notre étude. Dans divers témoignages ultérieurs, des personnes qui traversaient des transformations externes significatives continuaient à ressentir le même type de douleur interne. Cela intriguait les chercheurs, car cela suggérait que la souffrance ne répondait pas proportionnellement à l'environnement. La philosophie taoïste interprète cette dissociation comme le résultat du déséquilibre entre parties complémentaires d'un même système émotionnel. L'ambiguïté réside dans le fait de ne pas savoir exactement où le déséquilibre commence, car il peut surgir aussi bien dans l'excès d'action que dans l'excès de rétraction. Cette incertitude a conduit les chercheurs à investiguer le fonctionnement interne de la polarité humaine. Le yin-yang s'est révélé être un modèle adéquat pour expliquer cette dynamique sans recourir à des abstractions métaphysiques. Et c'est cette transition entre tension et ambiguïté qui guide le raisonnement suivant. L'étape suivante a consisté à cartographier des situations réelles dans lesquelles ce déséquilibre devenait perceptible sans nécessiter de longues analyses. Un cas largement documenté impliquait des professionnels de haute performance qui présentaient des signes clairs d'épuisement, même après avoir réduit leur charge de travail. Les chercheurs ont découvert que la souffrance persistait parce que le pôle de rétraction avait perdu la capacité fonctionnelle de recomposer l'organisme. En même temps, le pôle d'action restait actif même sans demande externe. Cette rupture de l'alternance créait un schéma émotionnel rigide, difficile à démonter. Le paradoxe, cependant, est que beaucoup de ces personnes croyaient échouer, alors qu'en réalité, elles étaient simplement prises dans un cycle unilatéral. Ce type d'évidence renforce la pertinence du modèle des polarités. Dans une autre étude, des individus qui évitèrent les conflits présentaient des symptômes de stagnation émotionnelle, même lorsque leur vie semblait tranquille. L'analyse a révélé que le pôle d'affirmation avait été complètement réduit au silence, empêchant la réorganisation naturelle des tensions internes. L'absence de cette force créait un vide structurel que la rétraction ne pouvait pas combler. Cette constatation a aidé les chercheurs à définir la souffrance non comme un excès, mais comme une disproportion. L'ambiguïté se manifestait dans la paix externe apparente qui cachait un dysfonctionnement interne. Ce dysfonctionnement devenait visible lorsque l'individu rapportait une sensation de paralysie sans motif. Et ce schéma illustre comment la polarité opère de manière systémique. Au cours de ces investigations,
Il est devenu évident que la souffrance n'est pas un signe isolé, mais une expression organisée de tensions complémentaires qui ont perdu leur rythme. Le yin-yang fournit une méthode claire pour identifier quel pôle domine, quel pôle est absent et quelle fonction a cessé d'agir. La force de la méthode réside dans le fait de révéler le point structurel où le déséquilibre s'installe. Ce point peut être observé dans la routine, dans la parole, dans la posture, dans la prise de décision et même dans les silences prolongés. La tension se dissout lorsque le système récupère l'alternance et non lorsqu'il élimine un pôle. Cette compréhension est devenue la base de recherche moderne sur l'autorégulation émotionnelle. Et elle ouvre l'espace pour appliquer ce raisonnement de manière pratique au quotidien. Cette intégration permet de voir des schémas auparavant invisibles et offre une instrumentalisation théorique pour réorganiser le fonctionnement interne. La philosophie taoïste, dans ce contexte, ne surgit pas comme une croyance, mais comme un modèle analytique efficace. Comprendre cette structure change la manière dont nous interprétons tension, ambiguïté et résistance interne. Et, si cela fait sens, continuez à suivre la vidéo pour ne pas perdre les prochaines couches de cette investigation. De nombreuses approches populaires pour gérer la souffrance émotionnelle se concentrent sur le fait de pousser l'inconfort hors de la conscience, renforçant l'idée qu'il n'y a de progrès que lorsqu'un état interne est vaincu ou supprimé. Cette méthode crée un soulagement momentané, mais interrompt le processus naturel d'alternance entre pôles complémentaires. Lorsqu'un pôle est réduit au silence par la force, l'autre croît sans régulation et produit des symptômes encore plus intenses. L'excès d'effort pour corriger les émotions amplifie la rigidité interne et affaiblit la capacité d'adaptation. Des études sur l'autorégulation montrent que les systèmes biologiques entrent en effondrement lorsqu'ils opèrent sans feedback de leur opposé fonctionnel. C'est pourquoi les interventions basées uniquement sur l'élimination génèrent généralement des cycles de rechute. Et comprendre cet effet secondaire est essentiel pour adopter des pratiques plus efficaces. Un autre chemin habituel est l'isolement prolongé, adopté comme tentative de se réorganiser sans interférence. Cependant, lorsque l'isolement est utilisé pour éviter l'engagement, il renforce le pôle de rétraction et réduit drastiquement la plasticité interne. L'esprit perd des paramètres relationnels qui aident à mesurer l'intensité et le contexte de ses propres émotions. Des études en psychologie sociale montrent que l'absence d'interaction diminue la capacité d'autoperception fine et augmente les distorsions d'interprétation. Ainsi, l'isolement qui devrait soulager finit par amplifier le champ de tension interne. Cela crée un cycle de rétraction qui s'auto-alimente. Et la solution ne réside pas dans le fait de briser le silence, mais dans la réinsertion de l'alternance fonctionnelle. Face à ces chemins inefficaces, il devient nécessaire de présenter une pratique peu connue, mais avec une solide base scientifique. La technique de réconciliation des polarités émotionnelles, TRPE, utilisée dans des recherches sur la variabilité autonome. Cette pratique consiste à identifier deux états internes opposés et à les observer alternativement par cycle de 40 secondes. L'alternance consciente réorganise le système psycho-émotionnel en restaurant le dialogue entre pôles complémentaires. Des études sur la flexibilité neurale indiquent que cette oscillation induit le cortex préfrontal à reprendre sa fonction intégratrice. La TRPE n'élimine pas les émotions, mais réactive la capacité naturelle de transition entre états. Le résultat est une réduction de la tension, une augmentation de la clarté et un retour de la proportion interne. Et cette pratique peut être appliquée de manière autonome et progressive. Contrairement aux méthodes de suppression, la TRPE travaille avec le rythme naturel du système émotionnel et non contre lui. Elle réduit la friction interne qui surgit lorsque nous essayons de contrôler excessivement les états mentaux. Des recherches sur la modulation autonome montrent que l'alternance guidée renforce la communication entre systèmes sympathiques et parasympathiques. Cela restaure la variabilité physiologique qui protège contre l'anxiété chronique et l'épuisement. La pratique facilite également la reconnexion avec des nuances émotionnelles qui avaient été ignorées ou déformées. En conséquence, la personne cesse d'opérer en mode d'urgence continue. Et cet effet est fondamental pour briser les schémas rigides de souffrance.
Une autre caractéristique importante de la technique de réconciliation des polarités émotionnelles est sa capacité à révéler des fonctions légitimes dans des états considérés comme négatifs. En observant des pôles opposés, l'individu perçoit que chaque émotion porte une utilité régulatrice qui ne se perd que lorsque le dialogue interne est interrompu. Cela réduit les jugements précipités sur sa propre expérience et augmente la précision interprétative. La neuropsychologie appliquée confirme que reconnaître la fonction de chaque état réduit l'activation amygdalienne et favorise des décisions plus équilibrées. Lorsque le système recommence à opérer avec alternance, les comportements répétitifs commencent à perdre de la force. Ce processus rend l'autonomie et diminue les dépendances externes. Et cela marque le début d'un nouveau schéma d'autorégulation. L'application continue de la technique de réconciliation des polarités émotionnelles crée des bases solides pour réorganiser les tensions internes sans recourir à des stratégies qui génèrent un effet rebond. Elle amplifie le répertoire émotionnel, renforce la capacité de transition entre états et réduit les interprétations déformées sur sa propre souffrance. Avec le temps, l'individu parvient à reconnaître des signes de disproportion avant qu'ils ne deviennent des symptômes intenses. Cela augmente la perception de contrôle et réduit la rigidité qui soutient les schémas douloureux. La technique fonctionne comme un entraînement d'alternance et d'intégration, aligné au modèle de polarité discuté précédemment. Pour consolider cet engagement envers votre propre réorganisation, laissez dans les commentaires la phrase « Je restaure mes polarités en conscience ». La technique de réconciliation des polarités émotionnelles part du principe que tout état interne est composé de deux forces simultanées qui modulent l'expérience, la perception et l'action. La psychologie contemporaine décrit ce phénomène comme coactivation de systèmes affectifs complémentaires, tandis que des traditions comme le taoïsme le comprennent comme un flux entre yin et yang. Lorsque ces systèmes perdent l'alternance, surgissent des distorsions perceptives et des schémas émotionnels rigides. La technique de réconciliation des polarités émotionnelles agit en restaurant cette alternance par le biais de l'observation intercalée d'états internes opposés durant des cycles courts et rythmés. Ce processus réactive la capacité de transition, qui est le noyau de l'autorégulation émotionnelle. La pratique ne cherche pas à éliminer les tensions, mais à réorganiser la fonction de chaque pôle. Et cette réorganisation rend la proportion au système psychique. La base spirituelle de cette méthode reconnaît que les émotions ne sont pas des entités isolées, mais des mouvements interdépendants qui expriment des dynamiques profondes de l'esprit. Dans le bouddhisme, ce principe apparaît dans l'idée que chaque sensation contient sa contrepartie et n'acquiert de signification que lorsqu'elle est observée au sein d'un flux continu. Dans le taoïsme, l'alternance entre opposés exprime la mécanique même de l'équilibre. La technique de réconciliation des polarités émotionnelles traduit ces concepts anciens de manière opérationnelle, préservant la rigueur conceptuelle des traditions. La psychologie somatique confirme qu'interrompre ce flux génère de la rigidité physiologique, cognitive et émotionnelle. En reprenant l'alternance, se crée une plasticité interne suffisante pour défaire les schémas automatiques. Cette intégration fait de la pratique un pont entre sciences contemporaines et savoirs traditionnels. Durant l'application, l'individu sélectionne deux états internes qui représentent des pôles opposés, comme tension et relaxation, action et repos, ou contrôle et abandon. Chaque état est observé pendant environ 40 secondes, sans intention de modification, uniquement reconnaissance fonctionnelle. Cette reconnaissance non analytique réduit l'activation émotionnelle et renforce les circuits d'intégration neurale. Les neurosciences montrent que l'alternance consciente active des réseaux préfrontaux responsables de la régulation des impulsions et de la clarté interprétative. Du point de vue spirituel, l'observation impartiale correspond au principe de non-résistance enseigné dans plusieurs écoles orientales. La pratique crée un espace interne pour que les deux forces récupèrent leur proportion. Et la proportion est ce qui permet la stabilité sans rigidité. La technique corrige une erreur commune, essayer de dominer les émotions par force de volonté, créant un antagonisme interne au lieu d'une réorganisation fonctionnelle. Psychologiquement, cet antagonisme génère une surcharge dans les systèmes de contrôle cognitif. Spirituellement,
Il rompt le flux naturel qui soutient l'intégration entre esprit et corps. L'observation alternée remplace ce conflit par une coopération entre pôles complémentaires. Ce processus réduit le coût énergétique du système psychique et prévient les rechutes émotionnelles. La pratique démontre que l'équilibre n'est pas l'absence de tension, mais l'alternance efficace entre forces divergentes. Et c'est cette compréhension qui fonde son efficacité. En intégrant psychologie, spiritualité et pratique expérientielle, la technique de réconciliation des polarités émotionnelles devient une méthode capable de réorganiser des tensions internes qui semblaient auparavant inévitables. La pratique fonctionne comme instrument technique pour restaurer l'alternance et comme outil contemplatif pour approfondir l'auto-perception. Ce double axe crée une transformation graduelle mais consistante dans la manière dont la personne répond aux états émotionnels intenses. Le yin-yang cesse d'être seulement un symbole et commence à fonctionner comme carte opérationnelle de l'esprit. La spiritualité cesse d'être un concept abstrait et devient pratique régulatrice. La psychologie cesse d'agir isolément et s'intègre au flux qui soutient l'équilibre interne. Si vous voulez renforcer cet engagement, commentez la phrase « Je pratique l'alternance consciente ». Lorsque nous réfléchissons à l'alternance entre pôles internes, nous découvrons que l'expérience humaine ne s'organise pas par des réponses définitives, mais par des mouvements continus qui révèlent des nuances auparavant invisibles. La pratique présentée jusqu'ici montre que l'équilibre n'est pas un état final, mais un processus qui se renouvelle à chaque changement de perspective. Le taoïsme rappelle qu'aucune force n'existe sans sa contrepartie, et cette perception transforme la manière dont nous interprétons notre propre souffrance. La question qui demeure est silencieuse et profonde. Qu'est-ce qui résiste encore en vous au mouvement naturel du changement? À partir de ce questionnement, surgit l'épiphanie que comprendre les polarités, c'est aussi comprendre les cycles qui façonnent notre trajectoire émotionnelle. La clarté atteinte dans cette étude ne clôt pas le chemin. Elle éclaire seulement le prochain pas. Et cette lumière invite à continuer d'avancer avec une attention pleine. À ce point, nous percevons que le bénéfice de suivre cette analyse ne réside pas dans la résolution immédiate des conflits internes, mais dans la capacité de les observer sans rigidité. Le regard qui s'étend pour accueillir des pôles opposés devient plus résistant à la fragmentation et plus sensible aux subtilités de l'esprit. Le taoïsme enseigne que ce n'est que lorsque nous cessons de chercher des réponses finales que nous commençons à voir le rythme réel des transformations internes. Cette compréhension sert d'antidote contre les interprétations réductionnistes de la souffrance. Le gain réside dans la lucidité acquise pour percevoir la dynamique cachée entre tension et repos. Et cette lucidité renforce l'autonomie intérieure. En reconnaissant cette amplification, nous sommes invités à contempler ce qui peut encore émerger de cet apprentissage. La synthèse poétique de ce parcours affirme que chaque émotion contient la graine de son opposé et que ce n'est que dans la relation entre les deux que surgissent clarté et proportion. Cette compréhension déplace le focus du contrôle absolu vers l'écoute précise des mouvements internes. La souffrance cesse d'être un obstacle et commence à indiquer où l'alternance a perdu sa continuité. Cette reconnaissance transforme la rigidité en flexibilité et accélère la récupération d'états équilibrés. Le Tao, dans ce contexte, n'est pas une destination, mais une direction. L'expérience subjective s'étend lorsque nous laissons de l'espace pour que le flux se révèle. Et cette extension donne forme à l'épiphanie silencieuse qui accompagne l'étude des polarités. Ainsi, la pratique de l'alternance consciente devient moins une technique et plus une posture face à la vie. Elle nous enseigne à reconnaître le mouvement interne avec précision et à répondre avec flexibilité aux changements qui surgissent. Cette attitude intègre psychologie et spiritualité sans prioriser l'une sur l'autre. La connaissance se transforme en expérience lorsqu'elle est appliquée de manière continue. L'alternance devient une référence pour réorganiser les tensions et amplifier la compréhension. Et cette amplification reflète le propos central de cette étude. À partir d'ici, l'investigation dépend de votre propre rythme interne. La question taoïste qui demeure est: que naît en vous lorsque cesse la tentative de contrôler le flux?
Cette question ne demande pas de réponse immédiate, mais une observation silencieuse. Le sens de suivre ce contenu réside dans la reconnaissance que chaque personne possède un point spécifique où l'alternance se rompt. En le percevant, surgit la possibilité de réintégrer des parties internes qui étaient déconnectées. Cette intégration est le fruit d'une pratique constante, non d'une révélation soudaine. Le Tao se manifeste dans l'attention subtile aux mouvements internes. Et cette attention crée des changements profonds sans fanfare. Nous clôturons ce cycle avec le rappel qu'aucun chemin spirituel ou psychologique ne se complète sans participation active. L'étude des polarités ouvre des portes, mais la traversée est toujours individuelle. La contemplation qui suit est une invitation à observer, expérimenter et reconnaître vos propres cycles. Partager des perceptions enrichit le parcours collectif. Les commentaires et témoignages renforcent la compréhension mutuelle et amplifient la clarté sur le thème. Chaque réflexion ajoute de la profondeur au mouvement que nous avons initié ici. Et suivre le parcours sur notre chaîne est une manière de soutenir cet espace d'investigation continue.